Ce mois-ci, notre invité d'honneur va probablement, c'est vrai, vous surprendre un petit peu. Profil atypique car il s'agit d'un écrivain, d'un philosophe, d'un homme politique, ancien ministre de l'Éducation nationale, entre autres. Je vous le disais, profil un peu inhabituel comme invité d'honneur de notre émission, mais croyez-moi, il y a sa place plus que beaucoup d'autres, tant il aime les chevaux et les belles mécaniques. Alors, je vais vous dire aussi qu'il a fait paraître juste avant l'été un passionnant ouvrage intitulé « L'innovation destructrice » dont nous parlerons un peu avec lui dans un instant, en rapport avec ces automobiles qu'il aime tant. Question à Luc Ferry. Ça, comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit, oui, c'est le cas de le dire. Non, c'est vrai que dans le garage où mon père avait ses voitures de course, puisqu'il y avait ses voitures à lui qui étaient des Ferry, et donc quand j'étais vraiment bébé encore, enfin en dessous de 5 ans, il conduisait encore en course. Et donc pendant très longtemps, dans ces garages, on a eu ses propres voitures. Donc les Ferry, il y avait des voitures comme ça qui étaient très belles, et très jolies. Mais il y avait aussi toutes sortes de voitures autres que des Ferry. Il y avait beaucoup de Bugatti. On a eu énormément de Bugatti. À l'époque, ça valait rien du tout dans les années 50. Ça valait moins cher qu'une Aronde ou qu'une frégate. Hein. Ça a un peu changé. Ça a légèrement changé. On avait notamment un coupé Atalante absolument magnifique. On avait les Bugatti 3,3 litres, les limousines avec le tuyau pour parler au chauffeur. On jouait avec ça avec mes frères. Mais on avait aussi des Bugatti absolument inimaginables. Et puis on avait évidemment toutes sortes de petites 35A et 35B. Et puis il avait des Maserati 1500, j'ai d'ailleurs encore plein de photos de Maserati 1500, les 6 Italia qui ressemblaient un peu aux Gordini, là, qui ressemblaient un peu, d'ailleurs, ça ressemblait un peu aux Maserati et aux Gordini, les petites 6 Italia qui étaient très belles. Donc il y avait toutes sortes de voitures qui aujourd'hui, voilà, si j'avais simplement gardé même quelques roues ou quelques moteurs, me permettraient d'acheter un appartement à Paris, voilà. Il y avait 5 ans d'écart entre les 4 garçons, et donc évidemment on a joué dans ces voitures de course, et de temps en temps on allait voir encore courir mon père, ou essayer des voitures de course à Monaco, à Reims, à Pau, au Mans, enfin sur les circuits, voilà, oui. Et donc moi j'ai commencé à conduire très tôt grâce à ça. J'ai commencé à conduire à l'époque, évidemment, c'est il y a très longtemps. Aujourd'hui c'est inimaginable. Mais je conduisais, on avait une frégate gonflée, comme on dit à l'époque, donc elle allait très vite, à l'époque c'était très vite, c'était plus de 160 km/h sur la frégate. Et donc je me souviens qu'à 11 ans, je suis allé de Paris à Voves, en Beauce, en conduisant la frégate. Aujourd'hui, ce serait guère imaginable. Effectivement. Même à l'époque, c'était pas très raisonnable. Déjà limite, oui. D'abord, ça avait été un très grand pilote avant-guerre, et il conduisait magnifiquement. C'était vraiment un pilote. Moi, il m'a emmené souvent sur les circuits, c'était quand même très impressionnant. C'était dans le style de Fangio, c'était ce qu'on appelait à l'époque le dérapage contrôlé. Ça se voit plus guère parce que les pneus des voitures aujourd'hui, à la fois, ne permettent plus ça, ne le favorisent pas. Si on le voit en rallye, mais pas en Formule 1. Et donc, on le voit, par exemple, ça je conseille pour voir à quoi ça ressemblait le pilotage de l'époque, de regarder. On trouve ça encore sur YouTube assez facilement, je crois. Fangio à bord d'une Maserati 250F, où on voit c'est pris en caméra qui filme l'intérieur de la voiture en même temps la piste, en caméra embarquée, et donc on voit le travail du volant, le contre-braquage permanent dans les virages. Bon. Et donc oui, c'était un très grand pilote, et puis surtout c'était après un constructeur de voitures qui était très belle, mais c'était des voitures qu'on construisait à l'époque à l'unité, évidemment, donc ça n'a jamais été... Mon père considérait toujours qu'une voiture qui va vite, c'est aussi une voiture qui est belle, et réciproquement, une voiture qui est belle, elle doit aller vite. Alors, il faut aussi qu'elle ait d'autres qualités, qu'elle ait un moteur, bien sûr. Mais ça compte, voilà. Ouais. Et donc il y avait l'idée que la beauté et la technique et la rationalité, si je puis dire, c'est aller le plus vite possible avec le moteur le plus petit possible, parce qu'il y avait des catégories, je sais pas, 750 cm3, 1500, 3 litres, etc. Et donc il y avait ce mélange des deux, c'est-à-dire ce mélange de science, de technoscience, si je puis dire, et puis d'esthétique qui était très important. Ah oui, honnêtement, je pense que je le conduisais mieux que l'examinateur, oui, ce qui n'était pas difficile d'ailleurs, mais évidemment, bien sûr, oui, je savais. Non seulement je savais conduire, mais je savais faire un tête à queue sur une petite route sans partir dans le fossé. On avait appris, mon père nous avait appris à freiner, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'ABS, donc le freinage était d'ailleurs probablement
Enfin, il me semble que c'est là que la différence entre les très très grands pilotes se faisait peut-être le plus. D'ailleurs, je crois que ça reste assez vrai aujourd'hui sur circuit, en tout cas. Freiner au dernier moment, savoir freiner, pas mettre la voiture en l'air quand on freine. Bon, si tu freines trop tôt, t'es un lâche. Voilà, c'est ça. Toujours la vieille... si tu freines trop tard, tu vas dans les décors. Donc, voilà. Donc le freinage était quand même c'est peut-être ce qui demandait le plus de sensibilité. Donc on avait vraiment appris à conduire. Donc en effet, quand j'ai passé le permis, alors le plus vite possible après mes 18 ans, j'avais pas de mal à conduire la R8 sur laquelle j'ai passé mon permis. Bon, c'était une horrible 2 chevaux camionnette jaune que j'avais achetée à un boucher. J'ai eu un mal de chien à retirer l'odeur de viande qu'il y avait dedans. Je l'ai repeinte, enfin j'ai tout fait pour... Non, c'était une vieille 2 chevaux d'ailleurs, assez ancienne, pas les 2 chevaux 6 ou 2 chevaux 4, c'était la vraie 2 chevaux, et camionnette qui était particulièrement moche quand même, je dois dire, mais c'était très drôle à conduire avec cette espèce de... Voilà, Ça changeait des Bugatti, hein. Ah oui, ça. J'ai reconduit après des Bugatti. C'est vrai que il faut passer les vitesses à l'oreille. Ah oui, ça aussi, évidemment, mon père nous avait appris évidemment à faire le double débrayage. Et j'ai fait des milliers de kilomètres sans utiliser l'embrayage. Ça, mon père nous apprenait à passer les vitesses à l'oreille. Bon, voilà, donc ma première voiture, ça a été c'était une 2 chevaux. J'ai eu beaucoup de 2 chevaux. Évidemment, à la maison, ça allait de soi, qu'on apprenait, on conduisait pas, on pilotait, voilà. Et d'ailleurs, c'était un peu fou, parce que c'est vrai qu'on était tout le temps à fond, quoi. J'ai jamais conduit une voiture autrement, mais jusqu'à ce qu'il y ait les vraies limitations de vitesse, je n'ai jamais conduit une voiture autrement qu'à fond. C'est-à-dire que ça nous paraissait inimaginable de conduire autrement. Après, je me souviens avec mon frère, on avait une petite Triumph, une petite Split qui était gonflée, d'ailleurs elle aussi calée. C'est une vraie savonnette, ça. Ah oui. Il faut vraiment... Mais en même temps, les savonnettes, ça a l'avantage que ça prend la responsabilité et que aussi c'est très amusant. Bon. Et donc elle allait vite celle-là, parce qu'elle avait un moteur qui marchait vraiment bien, il y avait des chevaux. Sur celle d'origine, ça va pas vite, ça fait 150 à l'heure, mais bon, c'est quand même une voiture un peu amusante déjà. Et donc, oui, pour nous en tout cas, conduire, c'était piloter. On ne pouvait pas séparer les deux. C'est vrai que l'esthétique, elle est passée, sauf pour les grandes voitures de luxe qui restent l'apanage d'une toute petite fraction de la population, l'esthétique, elle passe quand même au second plan. On ne peut pas dire qu'une Peugeot, une Renault, une Citroën soit très belle, c'est pas enthousiasmant. Il y en a qui sont moins moches que d'autres. Voilà, une C6, il y a quand même une petite recherche. Bon, mais enfin, c'est pas une Bugatti, c'est pas une Ferrari. Et donc c'est vrai que alors là aussi, quand on voit en course même, les voitures des années 50-60 étaient quand même vraiment des œuvres d'art. D'ailleurs, on voit les prix aujourd'hui. Quand vous regardez une Mercedes, je crois la 196, la W196 de Fangio, avec laquelle il est champion du monde en 1954, cette espèce de tank, c'est une œuvre d'art. Enfin, moi je dis ça, je sais que je vais choquer, mais il y a 1000 fois plus de beauté dans une Jaguar Type D que dans une œuvre d'art contemporain les 3/4 du temps, ou 99% du temps. Bon, oui. Ouais, il faut être honnête. Bon, quand vous voyez un Buren, bon, d'accord, c'est des barres de réglisse noir et blanc, mais une fois que vous l'avez vu, franchement, on s'en fout, quoi. Tandis que, vous voyez une Jaguar Type D en bel état, avec cette belle peinture verte, flamboyante, ce vert anglais magnifique, c'est d'une beauté. L'innovation a un inconvénient, évidemment, c'est qu'elle rend obsolète tout ce qui est ancien. Ou alors elle l'envoie au musée. Ce qui est intéressant, les deux. Soit elle démode on met à la poubelle, soit, mais il faut plus de temps. Elle envoie au musée, par exemple pour les Bugatti que nous évoquions tout à l'heure. Dans les années 60, la Bugatti était démodée, elle valait rien. On en avait plein à la maison, ça valait plus rien, c'est des tas de ferrailles. Et aujourd'hui, évidemment, elle est au musée, donc c'est une œuvre d'art. Voilà. Mais l'innovation, oui, elle est toujours destructrice parce que, encore une fois, elle rend caduque, obsolète, ou elle démode tout ce qui est dépassé. J'ai encore une petite 4 chevaux Renault des années 50. J'adore la conduire parce que c'est quand même tellement, ça, voilà, c'est la petite Madeleine de Proust. Ça me ramène à mon enfance. On avait toujours des 4 chevaux à la maison. Mais évidemment, je partirai pas en vacances avec mes 3 filles faire 1000 km avec cette 4 chevaux qui a même pas les fenêtres qui s'ouvrent. Pendant 20 ans, je n'ai jamais eu de voiture, j'ai eu que des motos, et des motos qui, comme toutes les motos, vont très vite. Parce que c'était le seul moyen d'avoir vraiment, justement, pour le prix
d'une petite Clio ou d'une petite Peugeot 205, c'était le moyen d'avoir des performances équivalentes à celles d'une Formule 1. Ben oui. On avait le top de la moto. On avait le top de la moto pour le même prix qu'une toute petite voiture. Hein, bon. Et donc on avait des... Moi j'ai conduit des motos comme la GSX-R 1100, la Suzuki, débridées en plus, c'est des motos, ça on avait les performances d'une F1 de l'époque. Ah oui, on faisait le 400 mètres en moins de 1100. Le freinage incroyable, voilà. Et donc c'était le seul moyen, quand on n'est pas très riche, d'avoir l'équivalent d'une Ferrari, et encore d'une très bonne Ferrari, pour le prix d'une Clio, oui. J'ai jamais été riche, je suis pas propriétaire de mon appartement par exemple, mais en revanche j'ai quand même fini par pouvoir, parce qu'on peut acheter des très belles voitures d'occasion pour des sommes qui sont pas faramineuses, et donc j'ai la chance d'avoir pu enfin, grâce à un livre qui s'appelle Apprendre à vivre d'ailleurs, acheter une petite Jaguar XKR d'occasion, mais qui est quand même une merveille, voilà, qui est une voiture formidable. Et donc j'ai eu comme ça quelques voitures qui, comme on disait dans les années 50, des voitures qui marchent. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça va vite. Donc le plaisir est là, parce que finalement, oui. De quoi parlons-nous depuis une vingtaine de minutes? Oui, c'est quand même plaisir. Oui, c'est un vrai bonheur. Oui. Et ce qui est bien, par exemple, sur la Jaguar XKR, sur ma petite Jaguar, c'est que, contrairement par exemple à une Ferrari, les chevaux sont en bas. C'est-à-dire que du coup, même si on ne va pas forcément tout le temps très vite avec, ça va vite très vite. Il y a du couple, voilà, donc même dans Paris, c'est agréable dès qu'on touche l'accélérateur, un peu comme sur les américaines d'ailleurs. Dès qu'on touche l'accélérateur, ça bondit, ça part. Donc c'est toujours très agréable à conduire, même si on ne fait pas de folie. Moi, je respecte les limitations de vitesse. Là, j'ai emmené ma petite Jaguar en Allemagne et c'est vrai qu'en plus à 250 sur l'autoroute, ça va très très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun danger si vous savez conduire. Il y a zéro danger. Là, je suis plus aux affaires, mais si j'étais aux affaires, je serais probablement, même pour ce que je viens de dire, viré du gouvernement. Oui. Ben oui, c'est vrai. Oui. Je crois que c'est incontestable. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous, surtout, c'est très sympa. Merci de parler d'autre chose que de politique. Ça change un peu.